Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, au Japon, une femme élue à la tête de l'opposition, c'est une première dans ce pays où la politique est encore très largement dominée par les hommes. Elles ont été actrices de leur vie et ont préféré l'audace à des destins tout tracés par les déterminismes sociaux. Notre invitée, la dessinatrice et blogueuse Pénélope Bagieux, leur redonne vie grâce à un trait malicieux dans un ouvrage intitulé « Les culottés ». Enfin, direction l'Iran où le guide suprême a interdit aux femmes de faire du vélo dans les lieux publics. Une fatwa qui a du mal à décourager les adeptes du cyclisme et provoque une mobilisation sur les réseaux sociaux. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle de Varsovie à Riyad en passant par Tokyo avec Johanna Citruk. Une femme à la tête du principal parti d'opposition. Une première au Japon. À 48 ans, Reno Murata l'a emporté face à ses deux adversaires masculins. Tout d'abord mannequin, puis journaliste à la télévision. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'elle se lance dans la politique. Avec cette victoire, elle entend bien redorer le blason du Parti démocrate. Je serai aux premières lignes de notre combat pour reconstruire le parti et gagner de nouveau des élections. Mais avant de diriger le gouvernement japonais, Reno Murata devra détrôner Shinzo Abe et son puissant parti libéral-démocrate. Une tâche d'autant plus compliquée que le monde politique est dominé par les hommes. Au Parlement, à peine 15% des sièges sont occupés par des femmes. Ensemble, pour mettre fin à la tutelle masculine. Avec ce hashtag sur Twitter, des Saoudiennes postent des dessins. D'autres prennent la pose avec une pancarte. Objectif, dénoncer l'emprise des hommes sur les femmes dans le royaume. La campagne a été lancée après la publication en juillet dernier d'un rapport de Human Rights Watch. Un texte de près de 80 pages qui passe en revue les barrières auxquelles sont confrontées les Saoudiennes. Elles doivent par exemple demander la permission d'un tuteur masculin pour étudier, travailler ou tout simplement sortir. Si en 2015 les femmes ont enfin obtenu le droit de vote, en Arabie Saoudite, les avancées comme celle-ci restent lentes et compliquées. Des milliers de manifestants et surtout manifestantes contre l'interdiction totale de l'avortement en Pologne. Ces derniers jours, le Parlement s'est penché sur un projet de loi controversé, un texte proposé par des organisations anti-IVG. Nous prévoyons d'élever la peine de prison pour un avortement à celle d'une mère qui tue son enfant à la naissance alors qu'elle fait une dépression postnatale. C'est-à-dire une peine de prison de 3 mois à 5 ans. Aujourd'hui, la loi en vigueur est déjà parmi les plus restrictives de l'Union européenne. Les IVG ne sont pratiquées qu'à certaines conditions. Lorsque la santé de la mère est en danger, en cas de grave pathologie irréversible chez l'embryon, et quand la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. Chaque année, moins de 2000 avortements légaux sont pratiqués en Pologne. Des femmes audacieuses qui prennent leur destin en main, il y en a eu tout au long de l'histoire, mais souvent leur rôle a été minimisé. Guerrière apache, révolutionnaire caribéenne ou encore gynécologue de l'Antiquité, notre invitée a choisi de mettre en lumière 15 d'entre elles. Pénélope Bagieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez de publier Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent chez Gallimard. Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce projet? Au début, c'était d'ailleurs un blog publié sur le site du Monde. Oui, parce que je me suis rendu compte que souvent les femmes héroïques étaient assez invisibilisées, notamment parce que l'histoire a tendance à être plutôt écrite par les hommes. Donc on a parfois un peu l'impression que les femmes n'ont pas existé dans l'histoire, qu'elles n'ont rien fait de marquant, sorties de Jeanne d'Arc. Et en fait, si, il y en a plein. Dans ce livre, on découvre le destin d'une impératrice chinoise qui a tout fait pour devenir impératrice alors que c'est interdit aux femmes. Donc cette gynécologue aussi en Grèce, son histoire est assez intéressante parce qu'on voit qu'à travers l'histoire, il y a des moments où il y a des reculs des droits des femmes parce que les femmes pouvaient être gynécologues ou faire des études de médecine et tout d'un coup, ils ont décidé que c'était plus possible. C'est ça, au gré des caprices de la loi. Parfois, les femmes se retrouvent tout d'un coup interdites de pratiquer certains métiers. Donc Agnodis est allée étudier la médecine en Égypte, qui était le pays
cool de l'époque et elle est allée faire ses études de médecine là-bas pour ensuite revenir et être gynécologue parce qu'elle a fait ce constat terrible qui est d'ailleurs toujours d'actualité quand on voit le sujet que vous venez de montrer sur la Pologne, c'est que les femmes ont quand même toujours besoin de contrôler leur corps et de trouver des solutions même quand la loi est contre elles et que du coup elle n'allait plus voir de médecin, elle se soignait toute seule et souvent mourait en couche et que du coup elle s'est dit il faut que j'aide les femmes et si j'ai pas le droit de pratiquer tant pis, donc elle se déguisait en homme pour aller pratiquer et être gynécologue auprès des femmes d'Athènes jusqu'à ce que les autres médecins s'inquiètent de cette popularité et l'accusent d'être un homme qui séduisait ses patientes. Et elle a été défendue par les femmes d'Athènes et après elle, les femmes ont de nouveau eu le droit d'exercer la médecine. Alors, comment vous avez trouvé, parce que certaines de ces femmes sont un peu célèbres quand même, d'autres pas du tout, comment vous les avez trouvées, ces histoires, qui sont toutes vraies? Agnodis, il y a un flou. D'accord. Mais je trouve que l'histoire est intéressante et on s'en fiche de savoir si c'est vrai. Alors, la plupart même sont complètement inconnues. Par exemple, quand je raconte l'histoire d'une vieille dame qui a sauvé le phare de Montauk de l'érosion de la falaise, je ne cache pas qu'il y a assez peu de littérature sur elle. Mais justement, ce qui m'intéressait, c'est amusant comme on met une étiquette héroïne et grand fait historique sur certaines actions et pas sur d'autres. Alors que toutes ces femmes, même si elles essayaient d'agir à l'échelle de leur vie, de prendre leur destin en main, de faire des choses pour elles, toutes, souvent sans le vouloir, elles ont fait bouger les lignes pour toute la société et pour les droits des femmes en général. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir ces femmes qu'on n'a jamais présentées comme des héroïnes. Alors qu'en fait, tous les ingrédients sont là pour dire que c'en est une. Je vois cette image. Annette Kellerman, qui était une championne de natation, qui devait nager avec le costume de bain de l'époque, qui était un énorme pantalon qui pesait 1 tonne, qui n'était pas du tout pratique, qui s'est dit pour elle, oh, ça suffit, je vais me fabriquer un maillot de bain moi-même avec un collant, une culotte, un truc. Et en fait, elle a inventé le maillot de bain tel qu'on le connaît aujourd'hui, sans le vouloir. Pour qu'on appelait le Kellerman, mais qui est son maillot à elle. En fait. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'étiquettes. Vos dessins ou ce que vous produisez, ça a été classé longtemps comme bande dessinée girly ou féminine, de façon d'ailleurs un peu condescendante. Là, on a l'impression que c'est plutôt une BD féministe. Dans une interview que vous avez donnée récemment, vous dites finalement c'est la même chose. Mais bien sûr, c'est la même chose. Girly, c'est une appellation condescendante qui a été inventée pour décrire l'autobiographie féminine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle du fait qu'on a un boulot, qu'on a parfois des enfants à gérer en même temps, on a dit « Ah oui, c'est les trucs de gonzesse ». Quand un homme fait de l'autobiographie, personne ne dit c'est l'autobiographie masculine, tout le monde s'en fout. Donc ce terme est un peu détestable et surtout de considérer que tout ce que font les femmes en tant qu'auteurs peut être regroupé sous 1 ou 2 termes, c'est quand même assez terrible. Et puis surtout, c'est vraiment prendre les lectrices pour des débiles, de dire il faut leur faire des histoires de filles pour qu'elles comprennent. Donc petit à petit, il y a de plus en plus de femmes dans la bande dessinée, de plus en plus d'auteurs, de lectrices. Et c'est des termes qui ont tendance à se gommer. J'ai bon espoir pour la suite. Ouais, l'universel n'est pas forcément masculin. À propos de bande dessinée, il y a quelques mois au Festival d'Angoulême un grand scandale parce que finalement c'est un milieu décrit comme sexiste. C'est ce que vous ressentez vous aussi? Alors, un milieu décrit comme sexiste, oui et non. C'est-à-dire que les femmes, pour le coup, ils sont vraiment invisibilisées. On a tendance à considérer que les femmes sont des animaux curieux, qu'elles sont quelques-unes dans la bande dessinée, alors qu'en réalité, elles sont assez nombreuses, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1/3 de femmes, quand même, dans les gens qui travaillent dans la bande dessinée. C'est beaucoup. Et du coup, tout simplement, les femmes ont décidé de se fédérer. Donc, on a créé un collectif de créatrices de bande dessinée puisqu'on a une toute petite voix, en se mettant tout ensemble, tout d'un coup, on nous a bien écoutés. Donc, notamment, le festival, qui est très compréhensif, s'est engagé à installer la parité dans les jurys de sélection, ce genre de petites choses qui, petit à petit, vont faire qu'on va peut-être exister un peu plus. Exister un peu plus, voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup. Merci. Je recommande vivement donc Culotté, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent chez Gallimard. Vous allez certainement être intéressé par le sujet qui suit, ça se passe en Iran. Le guide suprême Ali Khamenei a publié le 10 septembre dernier une fatwa interdisant aux femmes de faire du vélo dans les lieux publics. Depuis, de nombreuses Iraniennes se photographient ou se filment en train de pédaler et réagissent sur les réseaux sociaux. Un pied de nez aux conservateurs qui veulent restreindre leur petite marge de liberté. Regardez. Faire du vélo n'est pas un tabou pour les femmes. Personne ne peut me dire ça. C'est notre droit absolu. Et nous ne sommes pas prêtes à y renoncer. L'Iran est un pays pollué, très pollué. Alors, à Marivan, dans l'ouest du pays, le conseil municipal a lancé une initiative écologique, les mardis propres. Pour avoir de l'air pur et sain, marchons et faisons du vélo ensemble. Faites l'expérience. En quelques jours, l'idée fait tache d'huile dans le pays.
Plus d'une dizaine de villes rejoignent le mouvement. Mais une femme sur un vélo en Iran, les religieux les plus conservateurs ne trouvent pas cela décent. Alors voilà ce qu'il s'est passé. À Téhéran, un rassemblement mardi propre est interdit. La police stoppe les cyclistes et confisque leurs vélos. À Marivan, plusieurs femmes sont arrêtées. En soutien, d'autres marchent à côté de leur vélo. Et puis, il y a 2 jours, le guide suprême Ali Khamenei tranche la question. La pratique du vélo par des femmes dans des lieux publics en présence d'inconnus attire l'attention des hommes et cela crée le désordre dans la société. Cela ne doit pas avoir lieu. Depuis, des dizaines de femmes bravent la parole du chef religieux iranien et s'affichent sur les réseaux sociaux. Suis-je une criminelle parce que j'aime la vie et faire du vélo? Nous, on est des cyclistes professionnels. Le vélo fait partie de notre vie. Alors quand nous avons entendu l'ayatollah Khamenei, on a décidé de louer immédiatement 2 vélos. Des témoignages rassemblés par une journaliste iranienne en exil aux États-Unis. Je pense qu'il peut y avoir un plus grand mouvement pour avoir d'autres droits. Pour qu'un jour elles aient l'autorisation de faire du vélo, de retirer leur voile, de choisir ce qu'elles veulent porter ou même de chanter. En matière d'égalité homme-femme, un rapport de 2015 classe l'Iran à la 141e place sur 145 au niveau mondial. Il reste encore quelques kilomètres à parcourir avant la ligne d'arrivée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, un mot pour vous signaler un numéro spécial de l'hebdomadaire Le 1 consacré au nouveau combat de femmes en guise de revoir. Voici ces quelques lignes d'édito. Le harcèlement continue, la parité n'est toujours pas respectée et l'islamisme radical fait des ravages. Il ne faut pas désarmer. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très vite.